Hello, une petite annonce avant de démarrer cet épisode. J'organise le premier événement public de Star System le 26 mai à la Gaîté Lyrique. On aura un enregistrement public sur Britney Spears avec mon invité Manon Lugas du compte Instagram Le Cunu. Ensuite, un jeu sur la pop culture avec des cadeaux à gagner. Et enfin, on boit un verre sur des tubes des années 2000. Voilà, j'espère que vous pourrez venir. Je vous mets évidemment le lien dans les notes de l'épisode. J'espère vous voir nombreux et nombreuses. Bisous. Ok, on y va ? Oui, je suis en mode l'heure de vérité. C'est bon, l'heure de vérité, ouais, c'est clair. Je suis là pour faire du damage control après un bad buzz terrible. Exactement. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, la nuit où le disco est mort. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Étienne Lautrette. Ça va ? Oui, toi ? Oui. On est tout crispé d'un coup. On va décrisper puisqu'on va parler aujourd'hui donc de disco. Oui. Je tiens à préciser que franchement j'ai arboré mes plus beaux habits, pas trop disco mais très 70s. C'est quoi. vrai, c'est vrai. Alors Étienne, tu es humoriste, podcasteur et DJ. Tu joues ton spectacle au théâtre BO Saint-Martin. Oui, figure-toi qu'on prononce Beau Saint-Martin. Et bien justement, tu vois, quand je te l'ai dit, j'avais le doute. C'est ok. Tu peux dire BO, je trouve limite c'est plus clair, au moins on sait quoi taper. Quoi. Ouais, exactement. Alors oui, que voilà. le Beau, on pense que c'est BEAU. Mais... Exactement. Donc sachez que c'est beau, mais que ça s'écrit BO. Tu co-animes le podcast 300% plaisir avec Babor et Camille Fievez. Absolument. Camille que j'ai reçue déjà. Oui. Et on te retrouve aussi régulièrement dans des chroniques sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen. Oui, absolument. J'ai dit que tu étais DJ. Tu aimes la fête. Étienne. Oui, alors je suis DJ un peu retraité quand même. Oui, un peu retraité. Faut le préciser, mais c'est mon ADN, c'est un peu je dis souvent, c'est un peu mon truc préféré dans la vie, quoi. C'est vrai. Tu vois, je suis un DJ un peu frustré, quoi. Parce que t'as pas l'occasion de le faire très souvent. C'est pas ma carrière principale, ça l'a été quand j'étais plus jeune et que voilà, c'était un peu plus underground dans ma vie. Bien sûr. Mais là maintenant je joue un petit peu, je sais pas 1 ou 2 fois par an, quoi, tu vois. Okay. Mais c'est vraiment pour le plaisir et par passion en fait. C'est la passion qui m'anime. C'est quoi ton choix de musique préféré pour danser ? C'est une bonne question ça. Globalement, ça va être de la musique électronique. Ouais. Ça va être de la musique que j'aime appeler, c'est un peu un mot fourre-tout, mais un peu musique club, c'est-à-dire musique qui a été pensée quand même pour ça, tu vois. Et donc répétitive, donc électronique, donc qui utilise de la musique samplée. Okay. Voilà, la house, la techno. Plutôt la techno en ce moment, il y a eu des périodes différentes dans ma vie, mais c'est plutôt la période de la techno en ce moment. Ok, voilà. Très peu de disco alors finalement. Peu de disco, après... bon, moi, après c'est plus tellement non, la mais mode. tu vois, par exemple, moi, l'héritage de Moroder, il est importantissime. Okay. Alors, je suis allé le voir en concert au Grand Rex. Je me suis endormi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'était avant que j'ai ma machine, parce que je fais de l'apnée du sommeil. Parce que j'ai une période de ma vie où je m'endormais. Oh non. Et c'est aussi parce que c'est un vieux monsieur qui joue avec des vrais instruments, des chansons qui, à la base, ont été faites sur des synthés. Donc, il n'y a vraiment pas ce que je voulais. J'ai pas retrouvé. Énergie, c'est vraiment... Il y a un côté fête de la musique. On reprend un groupe du lycée qui reprend les tubes. Et bon, sauf que c'est Moroder et Irène Cara et tout. C'est le feu. Tu vois, mais petit piquage donné au Grand Rex. Franchement, c'est pas bon signe en tout cas. Ouais. Non, franchement, la vraie batterie, moi, c'est le truc qui m'a séché. C'est une boîte à rythme, Moroder, quoi. Mais les gens font ça, hein. Globalement, la musique électronique, il y a ce truc de ce serait pas assez noble, et donc si vous payez 50 € un ticket, on va vous mettre un vrai batteur. Bah, je déteste. Ah, mais oui, c'est ça, parce que c'est dommage. Ils veulent élever l'expérience, mais en fait, c'est beaucoup moins intéressant et tu ne retrouves pas ce que tu plaisais dans la musique. Quoi. L'étape d'après, c'est de le faire dans un musée, quoi. C'est de moins en moins bien, en fait, tu vois. En tant que DJ, quel est le secret d'une soirée réussie pour toi ? C'est une très très bonne question, ça pourrait être le sujet de tout le podcast. Non, je pense qu'il y a c'est le fameux débat en ce moment de est-ce que, tu sais, les DJ maintenant ils sont confrontés aux réseaux sociaux comme tous les artistes, donc ils doivent percer sur les réseaux, mais ça n'a rien à voir avec ce pourquoi on vient les voir derrière. Donc t'as espèce de truc de pourquoi un humain, en plus maintenant avec les IA, pourquoi est-ce que c'est pas une playlist ? Et en fait, je pense qu'il y a un truc de momentum, de communion avec les gens, tu vois, le bon disque au bon moment, cette tête-là, le non, il a mis ça, Tu vois dans le public vraiment la réaction, c'est ouf. Donc c'est un peu un truc de, tu vois, tu sais un peu, t'as un peu tes petites routines, tes petits bacs, comme on dit, tu sais que t'aimes bien jouer ces 4 morceaux d'affilée, mais là tu sens que c'est le moment de...
hop, c'est le moment de le faire. Donc c'est un truc un peu d'énergie, faut connaître son public. C'est les sociologues, hein, les bons DJ en général. Hein. Ils captent un peu. Ils connaissent bien les gens en face d'eux, ils comprennent bien comment ils fonctionnent. Est-ce que tu es dans le nord d'Édimbourg ou c'est le sud d'Édimbourg? Est-ce que c'est genre, tu vois, est-ce que ces gens, ils ont tel ref? T'as des endroits où tel morceau leur fait péter un câble. Souvent, les DJ internationaux, quand ils viennent, ils se disent les Français, vous aimez Daft Punk, non? C'est genre, oui, enfin, on en aura le cul aussi. Oui, c'est clair, oui. Donc, tu vois, il y a un peu un truc de comprendre, mais par contre, jouer ce morceau-là, un peu oublié, ah putain, bien joué. C'est génial. Franchement, ça donne envie, peut-être pas pour moi d'être DJ, mais en tout cas d'aller à une soirée, d'aller danser là. Et sinon, pour être plus pragmatique, la vraie clé d'une soirée, c'est il faut qu'il y ait la lumière éteinte, enfin faut qu'on soit dans le noir et faut qu'il y ait un bar, hein, malheureusement. Exactement. C'est les deux désinhibants principaux. Sans alcool, la fête est moins folle. Et la musique à fond, voilà. Ouais. Donc c'est les trois trucs qui désinhibent les gens, quoi. Ouais. Je pense que c'est la lumière le plus important. La lumière? Bah ouais, en vrai. Très intéressant. Quand je programmais une soirée, c'est le seul truc où j'étais casse-couille. Genre, c'est quoi les couleurs et tout? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais. Bah ouais, parce en fait, ça installe une vibe tout de suite, quoi. Ouais. Franchement, je vais te donner un exemple tout simple. Est-ce que ta soirée, elle est rouge ou elle est bleue? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et une soirée rouge, c'est une soirée rouge, quoi. C'est genre, ok, il va se passer des dingueries. Ouais, exactement. Bleu, c'est plus chill. À tout moment, il y a une bagarre, en fait. Là, nous, on est dans une ambiance plutôt bleue. Bleu, c'est plus genre, ok, y a pas de bagarre on est tous humains, finalement, tu vois. C'est pas la même énergie. C'est trop intéressant. Et jaune, c'est genre, j'ai pas envie de m'amuser. C'est quoi cette soirée-là? On se fait chier, en fait. Ah ouais, j'adore. C'est un peu exagéré, mais tu vois. Ouais. Mais non, mais forcément, ça joue, c'est sûr. Il n'y a pas que la musique. C'est vrai que moi, je pensais vraiment soirée, je pense musique, mais il y a la lumière qui compte. Ouais, t'as la lumière. Le bon lighteux, il capte les moments un peu d'euphorie et il envoie du strobo, là, un moment où ça monte un peu. Tu vois. En tant que DJ, t'as contrôle sur les lumières? Non. Ah oui. Non. En tant qu'organisateur de soirée, tu as le contrôle sur la DA de la lumière, mais c'est quand même un humain qui appuie sur les boutons à l'instant T. Donc faut que tu sois quand même synchro avec la personne, faut que vous compreniez. Ah bah les bons lighteux, ils sont chauds, ils sont comme ça derrière leur truc. J'adore. Franchement, c'est trop bien. Sinon ils sont sur leur téléphone et c'est les programmes qui font les trucs. Mais... Alors bon, tu mixes de moins en moins, enfin en tout cas 2 fois par an comme tu disais, mais est-ce que tu as vu quand même le monde de la fête évoluer entre par exemple avant, après Covid? Est-ce que tu as vu un changement ces dernières années? Ouais. Déjà il y a une génération qui a eu 18 ans au Covid et qui a loupé sa transition. Et qui sait plus danser en fait. Non, mais c'est même pas... Alors je les plains, hein. Je leur reproche rien. En plus, quand ils sont mis à sortir, les nanas se faisaient piquer avec des seringues. Hein. C'est vrai que ça c'est horrible. Moi je me souviens d'avoir écrit une chronique là-dessus. On faisait pas le procès des jeunes qui ne sortent plus. C'est pas terrifiant. Le même monde en fait. Et en plus de ça... si tu veux, pour moi, le club, ça a toujours été l'endroit où je peux être qui je veux, l'endroit où je peux littéralement m'inventer une vie, une personnalité, je m'habille exactement comme je veux, je parle à qui je veux. Et en fait, les gens, ils ont les réseaux sociaux maintenant pour être ces gens-là. Donc ton avatar aujourd'hui il est digitalisé, tu t'inventes une live sur TikTok, tu t'inventes une live sur Insta ou que sais-je. Donc c'est plus les mêmes règles et c'est limite, ça va être extrêmement ringard à un moment donné de clubber quoi. Ça va être. C'est exactement ce que je me suis dit en me replongeant là dans le disco. Je me disais mais il y avait une folie autour du monde de la nuit, le fait de danser et de se lâcher complètement et de pas avoir peur d'être cringe. Alors qu'aujourd'hui justement avec les réseaux sociaux, t'as toujours un risque de te retrouver sur TikTok à ton insu. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas que, mais pas seulement les générations plus jeunes, même notre génération, on réfléchit plus avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Et y compris quand on danse, peut-être on se lâche moins, non ? C'est possible. Je sais pas. C'est possible, franchement. Je suis pas assez jeune pour te répondre. Mais il y a quand même des espaces, il y a quand même une culture club qui survit, notamment via la techno. Ouais. La scène techno, elle est au top, là. Mais il y a quand même comment dire, il y a une manière... Il y a un filtre, on va dire, démonstratif et hard, tu vois. Il y a un truc où, encore une fois... ce que je te disais sur la lumière, typiquement,
est en train de devenir faux. C'est-à-dire que limite demain, je pense, le public fera partie de l'expérience, sera éclairé et on sera dans une espèce de communion démonstrative, tu vois. Et pourquoi pas en vrai. Ouais. Et pourquoi pas, peut-être que ce sera une... De toute façon, la nuit, elle a toujours vocation à faire tomber les barrières. Il y a toujours une contre-culture qui est en avance, qui est là pour essayer de gommer ça. Et pour le coup, la scène techno, elle est en avance sur plein de trucs. Donc la fête n'est pas finie, quoi. Non, la fête, elle est pas finie, juste elle change. Je pense que si la génération qui arrive vont moins picoler que la nôtre, de toute façon, je pense que l'humanité a jamais autant picolé que notre génération. Ah, tu penses que notre génération, plus que les générations précédentes? Ah, je suis persuadé que les gens nés en 85 et 95, c'est les plus pires alcoolos de l'histoire de l'humanité. Devant les Vikings, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. On a commencé jeune, on a commencé fort. Ouais. Nous, on est la génération qui a 15 ans au moment d'American Pie, peut-être 10 ans même au moment d'American Pie, et qui a 15 ans quand c'est déjà un peu ancré dans les têtes. 17 ans, 18 ans, 20 ans, t'arrives à Projet X, là. Ouais. C'est genre, ça n'a aucun sens, tu vois. Aujourd'hui, on va parler donc de disco. T'aimes le disco ou pas? J'aime le disco, j'aime l'histoire du disco. J'aime le fait que... Bon, je pense que l'histoire se répète. Et l'histoire du disco, elle a un début et une fin. Ouais. Donc on peut l'observer, tu vois. Exactement. En fait, c'est vraiment un moment dans le temps qui est assez défini. Tous les trucs précurseurs de la fin du disco sont en train d'arriver au rap. Alors, j'aime le disco. Moi, je peux faire une petite précision? Bien sûr. Moi, je suis fan absolu d'un genre musical qui s'appelle l'Italo Disco. Est-ce que tu vois ce que c'est? Alors là, pas du tout. Alors, c'est une branche née évidemment de la cuisse du disco, mais qui est un truc donc fait par des Italiens. Et c'est une lecture hyper plastique, hyper... je sais pas si tu vois le courant design Memphis-Milano. Tu vois ce que c'est? Non, pas du tout. Les meubles en plastoc, rouge, carré. Tu vois cette étagère un peu culte ou cette lampe en forme d'oiseau, mais hyper design, cubiste. Tu vois le générique de Saved by the Bell. Tu vois cette énergie-là? Bah, c'est un peu ça. Et l'Italo Disco, c'est ça, c'est la déconne. C'est des Italiens avec des synthés qui font les malins. Et ça te plaît particulièrement? Mais j'adore, c'est sublime. C'est Ryan Paris, Dolce Vita. C'est sublime, trop bien. Mais c'est la meilleure musique du monde en fait. Je comprends. Et tous les disques se ressemblent. C'est trop. Un blind test d'Italo Disco, c'est trop dur. C'est tout le temps le même morceau. C'est produit à la chaîne. Après, t'as les Allemands qui s'y sont mis, pardon. Et c'est fabuleux en vrai. Ah, j'adore. C'est une espèce de vision, tu vois, de la pop, de la disco qui est déconneuse à fond. Et je trouve ça trop beau en plus. C'est un peu romantique, c'est italien. On va écouter l'Italo Disco après. Franchement, ça m'a donné envie. Bah ouais. Alors, à la fin des années 70, le disco, c'est le genre musical le plus populaire aux États-Unis. C'est vraiment une folie. En quelques années seulement, le genre musical disco a pris d'assaut les radios, les discothèques. C'est vraiment tout est disco. Tout est disco. Dans un livre qui s'appelle Last Night a DJ Saved My Life, l'auteur écrit « Aucune autre musique n'a réussi à séduire des personnes aussi différentes, à la fois jeunes et vieux, agiles ou maladroits, sur la piste de danse. » C'est vraiment la poule aux œufs d'or. Il écrit aussi « Pour saisir l'opportunité commerciale du disco, on n'a pas besoin de saisir son esprit de partage et d'amour, sa signification sociale. On a juste besoin de voir les pieds qui commencent à bouger. » On est dans l'émotion. Le disco devient extrêmement populaire en très peu de temps et derrière le backlash arrive. Des fans de rock se rassemblent dans une fête foraine à Seattle. Toutes les mauvaises histoires commencent comme ça. Exactement. Par des fans de rock. Et des fans de rock. Et là, tu vas voir que vraiment, c'est les ennemis dans l'histoire. Ils attaquent un dance floor. À Portland, un DJ détruit une pile de disques disco avec une scie sauteuse. Ah ouais, attends. Ah ouais, les gens étaient énervés. Sous les cris de joie de la foule, c'est vraiment, on dirait qu'on assiste à une pendaison publique, quoi. Ah ouais, c'est, comment on dit, autodafé, quoi. Exactement. C'est terrible. C'est exactement ça. De toute façon, ça va être complètement le thème, là. À Détroit, à Chicago, des clubs anti-disco attirent des milliers de personnes et vraiment, ils sont présentés comme anti-disco. À Los Angeles, une station de radio sort un disque anti-disco avec des chansons comme Disco is what I hate, Disco Defecation et Death to Disco. Ok, tout simplement. En toute simplicité. De plus en plus simple. Le chill, quoi. Disco caca, allez, te fais pas chier. Et des milliers d'Américains se baladent avec des t-shirts Disco Sucks et Death to the Bee Gees.
Donc vraiment, c'est de plus en plus ciblé. C'est l'ambiance, exactement. Ça commence à être vraiment très Ça ciblé. me rappelle, il y avait tu te souviens de la tectonique, bien sûr. Évidemment. Alors ça, c'est un moment encore plus court dans l'histoire de la musique, je pense. Ouais, c'est clair. Mais qui est intéressant à observer aussi. Hein. Ouais. Et qui revient, a priori. Bon, j'y crois de moins en moins. Vrai, mais en théorie, c'est censé revenir, là. Ah, j'aimerais trop. Et il y avait des soirées, pas de tectonique interdite. Si vous dansez, on vous fout dehors. C'est marrant parce que d'un côté, je peux comprendre, tu vois. Autant le disco, je suis là, mais pourquoi cette haine? Autant la tectonique, non, mais peut-être pas non plus interdire, mais je peux comprendre que ça saoule plein de gens, quoi. Bah, disons que c'est un peu plus démonstratif. Le disco, c'est juste quelqu'un qui fait ça. Bon, le mec, s'il commence à faire l'hélicoptère avec les bras, peut-être c'est pas le délire de la soirée. En fait, c'est ça, la tectonique, tout de suite, ça va vraiment foutre une ambiance spéciale dans le club. Ouais, c'est un peu chiant, quoi. Mais bon, il y a quand même le mépris de classe et jamais très loin dans les deux cas. Non, mais t'as raison. Et bah là, c'est quand même genre pas de tectonique ni de plouc, tant qu'à faire. Oui, mais c'est intéressant parce que du coup, on va vraiment parler de tout l'aspect, justement, pourquoi il y a eu un tel backlash derrière le disco. Et effectivement, il y a une explication, il y a une explication sociologique. Tous ces événements anti-disco culminent avec la Disco Demolition Night, dont on va parler dans cet épisode notamment. Des dizaines de milliers de disques disco sont détruits à l'aide d'explosifs lors d'un match de baseball à Chicago. Donc aujourd'hui, on va voir comment on en est arrivé là, comment le disco est devenu aussi populaire et très vite détesté. Donc au début, le disco ne se réfère pas à un genre musical, mais à une scène underground en général, en tout cas un endroit, le mot discothèque en fait. D'ailleurs, le disco vient du mot discothèque, et donc c'est juste des endroits où on se retrouve pour danser, quoi. Ouais. Un des premiers clubs disco à New York s'appelle Sanctuary. Okay. Un ancien danseur gay qui allait beaucoup dans ces soirées-là, et notamment à Sanctuary, qui s'appelle Georges Lator, disait « Il y avait un mélange incroyable de gens. Il y avait des personnes habillées de fourrure et de diamants, et les jeunes les plus branchés de l'East Village. Je dirais que les femmes représentaient 25% du public dès le début. Probablement plus. Les gens venaient de tous les horizons culturels et de tous les milieux sociaux, et c'est ce mélange qui faisait vivre ce lieu. » Donc là, on n'est pas encore tout à fait au disco, mais les gens commencent à danser sur des musiques qui sont vraiment des musiques dansantes, quoi. C'est de la dance music, mais ça n'a pas forcément un nom précis, quoi. Un autre club est créé à peu près à ce moment-là aussi, qui s'appelle le Loft, donc on est évidemment toujours à New York, et c'est là, au Loft, que la boule disco arrive, mais elle n'a pas été inventée à ce moment-là. Figure-toi qu'elle existait déjà dans les années 1920. Ah ouais? Et même, il y en a qui disent qu'elle vient... Il y en a qui disent même qu'elle vient carrément du 19e siècle, en tout cas, qu'il y avait des moments avec des boules disco. En tout cas, la technologie, elle pourrait même... C'est mécanique, le ça système. pourrait même être grec, quoi, tu vois? Exactement. De l'Antiquité, je veux dire. Exactement. Oui. C'est juste que maintenant, c'est iconique, donc ça connote immédiatement, mais oui, ça pourrait être un truc architectural classique, quoi. Et toi qui parles de lumière, c'est sûr que tout de suite, ça met une ambiance. Ah bah oui, ça, franchement, une bonne boule à facettes, ça la déconne. Hein. Ouais. Ça tourne et tout, c'est chouette, quoi. C'est clair. Et donc, le Loft, vraiment, ils installent cette boule disco et ça devient vraiment la signature du club. Voilà. Putain, c'est génial. Et les autres clubs qui ouvrent par la suite reprennent cette idée. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est trop bien. Plusieurs de ces clubs sont sélectifs à l'entrée parce qu'ils veulent écarter le plus possible la police et notamment les policiers en civil. Et donc, il faut être membre. Pour des raisons évidentes. Évidentes, exactement. On va y venir, on va voir pourquoi. Donc, il y a déjà... en fait, c'est les soirées disco, c'est les soirées house avant l'heure. De toute façon... C'est c'est la même étymologie, c'est tout, c'est les mêmes gens. La conséquence de cette sélection à l'entrée, c'est que ça devient assez élitiste. Parce que au début, c'est vraiment ah non, mais il faut juste être membre. Et après, c'est ah mais oui, mais comment on choisit les membres? Il faut que les gens soient beaux, qu'ils soient physiquement, qu'ils aient tels attributs physiques, etc. Donc tu vois. Ça reste new-yorkais quand même. Il y a le côté new-yorkais très snob. Plus que dans la house en fait. Ouais. C'est aussi le cas plus tard de Studio 54 à New York aussi, à Manhattan, qui est connu pour être un club qui était extrêmement sélectif à l'entrée. Donc les DJ sont centraux dans la musique disco, évidemment. Centraux, mais cachés quand même. Le truc du DJ sur scène, c'est très récent. Hein. Exactement, le DJ n'est pas en position surplombante, il n'est pas chef de la soirée, genre assumé. Évidemment, c'est lui qui contrôle un peu tout, mais c'est pas le centre de l'attention. Bah tu vois, ça a été la mutation la plus importante de notre génération à nous. C'est-à-dire que le fait que le public soit tourné vers le DJ, ça date des années 2000, hein, et c'est nous les premiers à 18 ans, en 2008, là, à se tourner vers le DJ. Avant, il était dans un coin, il faisait son truc, et les gens dansaient entre eux en cercle. Ça a été une première révolution. C'est tout à fait ça. Des petits détails de scénographie qui changent tout, en fait. Ça devient une espèce de concert de rock, en fait, où du coup, le DJ doit faire des trucs puisque tout le monde le regarde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Intéressant que tu dis ça, parce que vraiment, c'est aussi ça qui a mis le disco en opposition
initiation au rock où on venait regarder, ou même d'ailleurs à d'autres genres musicaux, où on allait regarder des artistes sur scène, on est tourné vers eux et effectivement le DJ s'efface au profit des danseurs et en fait les stars deviennent les danseurs. Ou en tout cas, il y a peut-être plus de stars justement. C'est peut-être ça vraiment le truc. C'est peut-être ça qui est encore plus intéressant. Encore plus intéressant. Les DJ prennent de plus en plus de place dans ces soirées parce que c'est compliqué de faire venir des groupes parce que ça coûte cher. Surtout que là, les gens dansent toute la nuit. Donc t'imagines combien de groupes il faut pour faire ça. C'est une logistique énorme et donc les clubs préfèrent se tourner vers des DJ qui vont embaucher. Et c'est le cas notamment d'un DJ qui s'appelle Tony Smith qui a commencé à mixer quand il avait 14-15 ans à New York et qui mixe dans un club gay. Ça devient un mec extrêmement important dans l'histoire de la nuit new-yorkaise. Et comment est-ce qu'il s'est lancé là-dedans ? Parce qu'au départ, il avait un groupe, mais vraiment, il était ado, il avait un groupe, et entre deux sets de son groupe, il passait des disques. Et il voyait que les gens préféraient les interludes au concert. Peut-être parce que les chansons du groupe n'étaient pas terribles. Je pense que c'était plutôt un signe de ça, exactement. Je pense. Et il se dit, mais ça marche trop bien. Donc, il a commencé à organiser des fêtes dans des parcs. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il hackait les systèmes de lampadaires dans les parcs. Et en fait, il se branchait dessus pour avoir l'électricité et pour faire danser les gens. Ça a l'air faux. Franchement, mais non, ça a l'air d'être un truc qu'on a raconté pour gonfler la légende. En tout cas, il raconte ça dans une interview. Mais... Après, évidemment... C'est sûr que c'est vrai si S'il l'a dit. Si c'est arrivé jusqu'à nous, mais ça a quand même l'air faux. Non, mais c'est assez ouf, c'est clair. Mais à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de musique dansante. On manque de musique dansante. Et donc, les DJ, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à créer des mix avec différents morceaux. Et pour que les gens dansent longtemps et pour avoir des sets assez longs, ils vont pas juste mettre des chansons, des morceaux du début à la fin, parce que le problème, c'est que ça commence doucement, puis après, il y a un crescendo, puis après, ça retombe. Et donc, pour danser, c'est compliqué. Ils vont commencer à faire des sets plus longs avec des bouts de morceaux, avec un crescendo au début, paf, le milieu où vraiment les gens vont danser longtemps, et à la fin, ça redescend. Ils sont pas beaucoup payés. Donc, pour arrondir les fins de mois, ils enregistrent leurs sets et ils les vendent sous le manteau. Bien sûr. Ce qu'on appelle les bootlegs, voilà. Et ils vendent ça sous le manteau. Il y a deux communautés qui sont vraiment centrales dans le disco. C'est les noirs et les gays. De toute façon, la musique en général. La nuit aussi. Et la nuit aussi. Ouais, musique festive. Exactement. Il y a notamment le quartier du Greenwich Village à Manhattan, qui est un lieu alternatif où des hommes homosexuels se retrouvent depuis longtemps pour danser, alors que pendant longtemps, c'était interdit. Il était interdit de danser entre hommes et de servir de l'alcool à des homosexuels jusqu'en 1971. Ah ouais, putain. Tu sais si c'était un truc qui était formellement appliqué ou c'est un peu la loi, genre les femmes n'ont pas le droit de mettre de pantalon? Non, il y avait des raids de police. C'était vraiment... Ah putain, c'est... Ah ouais. Et justement, pourquoi est-ce que la loi a été abrogée en 1971 ? C'est parce que, je sais pas si tu as entendu parler de 1969 et des émeutes de Stonewall. Non. Je vais t'expliquer. Ouais. Le Stonewall Inn, c'était un bar qui était réputé pour être un bar homosexuel, où il y avait régulièrement des descentes de police. Et cette nuit-là, en 1969, à 1h30 du matin, 8 policiers en civil débarquent. Ils arrêtent plusieurs personnes, travesties. Une femme aussi est embarquée de manière particulièrement violente. Pendant 10 minutes, elle se débat en hurlant. Et là, la foule autour commence à s'énerver, à grossir. En plus, les gens ont bu et tout ça. Et donc voilà, ils s'énervent. Un policier frappe cette femme qui se débat à la tête avec une matraque. Et là, vraiment, la foule commence à se soulever. Ils poussent les policiers dans le bar, donc ils sont obligés de se retrancher. Des renforts arrivent, énormément de gens sont frappés, c'est terrible la scène. Et en fait, les émeutes sont telles que ça dure plusieurs jours. Mais vraiment, avec de plus en plus de forces de police qui arrivent, les gens lancent des bouteilles, ils lancent des pierres sur les flics, etc. Et c'est ce qui a donné naissance plus tard à la Pride. Voilà. C'était en juin 69. Donc c'est vraiment ce qui a donné plus tard lieu à la Gay Pride, qu'aujourd'hui on appelle juste la Pride. Et donc suite aux émeutes de Stonewall, les organisations de défense des homosexuels se développent pour demander les mêmes droits que tout le monde, quoi. Et ce mouvement-là va transformer le monde de la nuit. Les discothèques deviennent des lieux de levée de fonds pour les organisations, deviennent des lieux de sensibilisation, de campagnes de sensibilisation, etc. L'histoire du disco et des discothèques en général est très très liée à la communauté queer, quoi. Ouais, mais quelque chose me dit que ça chute aussi. Ah bah oui, exactement. Un nouveau style commence à émerger donc dans les discothèques petit à petit, mais c'est assez progressif. C'est donc le disco qui mélange la funk, la soul, le rhythm and blues. Il y a des synthés, un accent qui est mis sur le rythme. Comment tu décrirais le disco, toi ? C'est pas facile, moi, je trouve. Moi, je trouve que on l'a bien compris quand tu as expliqué un petit peu son but, parce que c'est souvent
c'est souvent comme ça qu'on comprend une musique, tu vois. Effectivement, le but, c'est en gros, un disque de funk, c'est trop court pour faire danser les gens toute la nuit. Donc, c'est la mise à plat, mise en boucle d'un disque de funk. Et puis, il faut les faire au kilomètre. Donc, à la fin, c'est juste boum, plat. Et puis, voilà. Et puis, on y va. Et en gros, c'est le chaînon entre la funk et la house, quoi. C'est une espèce d'industrialisation du funk, on peut dire, tu vois. Un truc comme ça. Ouais. Et après, il y a aussi une esthétique qui en est née. Bien sûr. On pense aux Bee Gees quand on pense disco, mais c'est déjà une évolution du truc, quoi. Exactement. Et on va en parler après, justement. Pourquoi est-ce que quand on pense disco aujourd'hui, on pense Bee Gees, alors qu'à la base, c'était vraiment une musique de noir? Bah oui, mais c'est toujours ça, c'est pour le coup. Mais encore une fois, on a dit ça. Le disco, c'est intéressant parce que tu peux observer ce qui va se passer à chaque fois, jusqu'à la fin des temps. Bah voilà, il y a une digestion des références. Puis les gens, quand ils voient un blanc faire le truc, ça légitime un truc. Ouais, ils se sentent plus proches. Mais les gens le disent quand ils parlent d'Orelsan. On l'entend tout le temps, ce truc de moi, je pouvais m'identifier. C'est ouf. Mais les gens le disent prum dog. Sans même se rendre compte des implications derrière, je pense. Disons que si tu n'aimes que Orelsan, c'est un problème. Si tu aimes tout le rap, et dans la branche Orelsan, tu dis ça, du coup, je pouvais un peu m'identifier. Tu dis oui, ok, voilà. Mais quand tu vois les chiffres de Orelsan, tu dis il y a beaucoup de gens qui aiment que Orelsan, a priori. Donc là, ça devient un problème, tu vois. Exactement. Ça me fait penser aussi à Eminem, forcément. Ouais, oui. Et Eminem, tu peux pas. Et encore que c'est pas du tout le même monde. Orelsan, c'est plutôt un bourgeois, alors que comparé à Eminem, qui était plutôt white trash. Eminem, c'est milieu populaire. C'est ultra populaire. Et en plus de ça, il se trouve que techniquement, il est injouable, quoi. Donc, mais le succès d'Eminem, il est démentiel. Ouais. Il met 2 tours de piste aux autres. Donc, c'est là où, hop, il y a des gens qui ont écouté que Eminem. C'est intéressant. Un jour, je ferai un épisode sur Eminem, c'est sûr, c'est hyper intéressant. Et oui, non, mais t'as totalement raison. Donc, ce nouveau style commence à arriver, le style disco. À la base, des New-Yorkais ramènent un disque après un voyage en France. C'est un disque qui s'appelle Soul Makossa, d'un artiste camerounais qui s'appelle Manu Dibango. Écoute ça, c'est du disco, quoi. Ok. Donc au début des années 70, la plupart des artistes disco sont latinos ou noirs, avec beaucoup de femmes noires en particulier. Le public, lui, est composé de personnes noires hétéros et gays, de latinos hétéros et gays, et d'hommes blancs gays. C'est vraiment ça, à la base, le public du disco. Beaucoup d'hommes gays vont considérer que le disco exprime leur oppression et leur coming out. Ils vont beaucoup se retrouver. Et pas forcément juste dans les paroles. Les paroles ne sont pas du tout explicites avec des messages forcément très explicites, mais il y a une ambiance, il y a une atmosphère. Ils se retrouvent dedans et ils ont l'impression que ça raconte leurs émotions. Et le disco, c'est une opportunité aussi pour des hommes gays de devenir DJ et producteurs de musique et donc d'être respectés dans la scène musicale, ce qui n'était pas tellement le cas avant. Dans un livre que j'ai lu, évidemment, je mets toutes les sources dans les notes de l'épisode, il y a un passage que je trouve intéressant, c'est « Les gays sortent du placard et il n'y a pas de meilleure preuve que le disco. Le temps des bars souterrains sordides est derrière nous. Maintenant, des centaines de gays se rassemblent dans des discothèques immenses, luxueuses, avec des sons, des lumières, des danses et des personnes de qualité. Aujourd'hui, la difficulté pour les discothèques est d'empêcher les hétéros de s'incruster et bousculer la clientèle gay. » Et donc, des labels, des radios découvrent ça. Ils découvrent qu'il y a des albums qui se vendent un peu sous le manteau. Ils se disent, mais c'est quoi ces musiques ? On n'a jamais entendu ça avant. Gloria Gaynor, qui chantait du jazz et du rhythm and blues, se tourne vers le disco. Enfin voilà, ça commence un petit peu... En tout cas, l'industrie musicale s'intéresse à ce genre-là. Vraiment, ça se répand comme une traînée de poudre. Entre 1975 et 1977, 12 000 clubs disco ouvrent à travers les États-Unis. C'est vraiment genre... J'aime bien parce que c'est vraiment de 0 à 100. Ouais. Il n'y a pas de juste milieu. C'est le homeland of capitalisme, quoi. C'est genre, attendez, on peut se faire de l'argent, là ? C'est tout à fait ça. La mort du disco, on peut aussi la comparer à
une obsolescence programmée d'un produit technologique quelconque. Mais je crois que maintenant c'est encore pire puisque en gros on est 12 milliards, je ne sais plus combien on est. Ouais, on est beaucoup. Et donc ça coûte 0 maintenant de faire de la musique. En une nuit tu peux faire 4 morceaux crédibles qui peuvent passer à la radio. Et c'est ce que font les gens en fait, mais ils en font pas 4, ils en font 50, en espérant qu'il y en ait un qui prenne. Et puis en fait, prendre maintenant, ça veut dire être écouté pendant 3 semaines. Et enfin, c'est vraiment des mécaniques qui ont rien à voir. Avant, quand même, tu fabriquais un disque, il fallait le rentabiliser, quoi. Et souvent en exploitant les gens qui y avaient participé. Non, il ne faut pas romantiser exactement. Il ne faut pas romantiser cette époque. Mais en même temps, c'est vrai que là, il y a un côté. Les morceaux, déjà, quand il y en a beaucoup comme ça, ils perdent de leur valeur. C'est l'éternel débat. J'ai pas forcément d'avis parce que j'ai tendance à avoir un réflexe qui est de jamais dire que c'était mieux avant, mais qui est pas toujours un bon réflexe, comme tous les réflexes. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis fasciné par les années 80 d'une manière excessive, je pense. Et que je trouve qu'il y a une magie qui a été perdue en route. Mais je le pensais déjà dans les années 2000. En termes de quoi, par exemple ? Je trouve qu'en fait, c'est encore une fois, je pense beaucoup que l'art et la technologie se suivent, en tout cas dans l'histoire moderne. Dans les années 80, c'est les synthés. Ouais. Et c'est un truc qui m'émeut, quoi, que j'explique pas. Je trouve que c'est les sons, c'est l'esthétique, tout est un peu fascinant. Je pense qu'il y a aujourd'hui, et c'est toujours le cas, mais on en est blasé, mais pendant la guerre froide, il y a un côté, demain, c'est peut-être terminé, ce qu'on appelle la vie. Bon, cela dit, on l'a aujourd'hui, mais différemment. Oui, on l'a aujourd'hui, mais en fait, on est né avec, et nos enfants, sera pire. C'est vrai. Donc, on n'est pas du tout dans le même mood que pendant la guerre froide. Ouais. Et puis pendant la guerre froide, il y a une guerre idéologique, il y a plein de trucs faut croire à ce que tu fais. Ouais. J'ai l'impression que ça a créé, mine de rien, c'est le premier énorme clivage culturel qui a du coup créé quand même pas mal d'unicité au sein des équipes, qu'aujourd'hui c'est des petites chapelles, chacun défonce son petit truc. Ça s'est beaucoup fragmenté en fait, la culture en général. Donc il y a un côté blockbuster, mais avec une innocence qui en fait on retrouvera jamais. Cette espèce de moment où tu vas prendre une adolescente de 18 ans juste parce que c'est juste la plus belle du lycée en fait, et tu vas lui faire chanter une chanson que tu vas fabriquer avec des synthés, là ils viennent de sortir, on n'a jamais entendu ces sons là, et tu as $1 million de budget pour le clip. Ça n'arrivera jamais, c'est terminé. Donc ce moment là il est sublime, il est figé dans le temps, et moi j'y retourne tout le temps en fait. J'écoute de la musique des années 80 tout le temps en fait. Ouais. Mais oui, bien sûr, je suis matrixé moi. Ah ouais. T'as les contre-cultures aussi. Tu vois, je te parlais d'Italo Disco. Il y a un autre genre musical que j'adore qui s'appelle le Latin Freestyle, qui est pour le coup hyper new-yorkais aussi. En fait, qui est Latin, donc latino, new-yorkais, Miami, tu vois, c'est un peu les gros foyers latinos. En fait, c'est les portoricains qui découvrent les TR-808, les machines, les boîtes à rythme, et qui en fait se mettent à faire des sons tout seuls chez eux, sans intermédiaire. Et c'est pur, quoi, c'est sublime. Et au bout de ça, t'as les premiers albums de Madonna, encore une fois. Tu vois, c'est le même mécanique de... tu vois, le Whitney Houston, le début de I Wanna Dance With Somebody. I Wanna Dance With Somebody, ça s'appelle, je crois. Cette intro-là, avec la boîte à rythme là, qu'on a entendu 100 fois, toute cette énergie-là, c'est trop bien, quoi. Et après, forcément, il y a une sorte de récupération commerciale, entre guillemets, mais qui n'est pas forcément grave, c'est juste une évolution. Les récupérations commerciales, elle a toujours un intérêt dans tous les cas, puisque... Enfin, pas toujours, mais tous mes trucs préférés sont issu d'une récupération commerciale. Donc, exactement. C'est qu'à un moment donné, je dois aimer... Et le seul truc, en fait, c'est qu'à chaque fois, la récupération commerciale, c'est avec souvent des blancs, hétéros, etc., qui vont reprendre des choses qui sont nées dans des communautés noires, gays, etc. Mais voilà. J'ai connu que ça, donc ça commence à être un pattern, moi, je pense. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est sûr que, en tout cas, le moment où le truc devient populaire, c'est aussi chouette de mettre la lumière sur justement les trucs underground. Tu sais que c'est le pacte avec le diable, que c'est le début de la fin, mais c'est aussi
seule chose à faire en fait, donner la lumière, l'argent, le succès aux gens qui font les trucs. Bien sûr. Juste, il y aura toujours un propriétaire pour tirer le truc vers lui. C'est le principe de la principe propriété. Du capitalisme, voilà, exactement. En 1976, le magazine Rolling Stone publie une anthologie intitulée Dancing Madness et un des essais s'appelle Aucune personne sobre ne danse. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut beaucoup d'alcool. Écrit par un certain Étienne W. Lautrette. Exactement. Et l'article explique au lecteur que le premier test pour l'homme hétéro qui s'intéresse à l'univers bisexuel chic, c'est de ne pas se sentir menacé si on l'appelle bébé plutôt que monsieur dans ces discothèques. Mais le fait est que plus le disco devient populaire et plus on efface ses racines queer, c'est le film Saturday Night Fever. Bien sûr. C'est donc John Travolta, évidemment, qui joue Tony, qui danse et qui est vraiment un super danseur disco. Il y a énormément de scènes qui sont juste carrément des morceaux de bout en bout avec des gens qui dansent. Enfin, c'est vraiment... c'est quasiment des clips dans le film, quoi. C'est quasiment une comédie musicale. Quasiment, voilà. La bande originale va populariser le disco auprès des Américains blancs, hétéros, des classes moyennes. Et il se trouve que c'est principalement des morceaux des Bee Gees. Et donc déjà, on est passé à une ambiance qui était donc plutôt queer, noire, aux Bee Gees, quoi. Donc non seulement ça, mais le film lui-même, John Travolta, et joue un personnage qui est extrêmement hétéro. Alors, certes, hétéro avec les standards du disco, c'est-à-dire qu'il va beaucoup soigner ses cheveux. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on appellerait un métrosexuel, un miné. Ah ouais. Non, mais plus tard, tu sais, dans les années 2000, on disait métrosexuel, ce qui était ridicule. Oui, j'avoue. Dès qu'un mec prend soin de lui, en fait, c'est un métrosexuel. Bon, bref, mais oui, un miné, exactement. Et donc, c'est pas du tout les codes de masculinité qu'on aurait aujourd'hui, mais ils insistent vraiment dans le film sur le fait qu'il est hétéro. Déjà, il a un poster dans sa chambre d'une femme nue. Il harcèle les gens, les femmes. D'accord. Exactement, c'est comme ça que se comportent les hommes hétéros. Il répare sa moto régulièrement. C'est comme ça que tu prouves ton hétérosexualité et ta masculinité. Enfin, je sais pas comment faire autrement. En fait, on le voit, mais vraiment, genre harceler des meufs dans la rue. À un moment donné, avec son groupe, alors pas lui directement, mais il est avec son groupe de potes et genre vraiment, ils vont harceler deux homos dans la rue. Enfin, c'est. Ah ouais. Ah ouais. Attends, je me rappelle pas de ça, tu vois. Mais c'est juste pour montrer vraiment que c'est un vrai mec, tu vois. Et parce que c'est vrai qu'on pourrait en douter quand il danse en mode disco. Et d'ailleurs, ils sont tous blancs aussi. Dans ce film, ils sont tous blancs. Enfin, on voit des noirs, mais le groupe vraiment de potes de John Travolta, c'est que des blancs. Alors, c'est la communauté aussi italo-américaine. Ouais. Donc, c'est vraiment un film qui déjà popularise le disco, mais déjà se désolidarise un peu des racines du genre, quoi. Okay. Mais c'est la folie. L'album des Bee Gees, qui vraiment est le soundtrack du film, se vend à 30 millions de disques dans le monde. 30 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est la bande originale la plus vendue de tous les temps. Ah ouais? C'est pas du tout des icônes gays, on est d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Al Khoury, le président du label qui a sorti la bande originale, le fameux album qui a cartonné, il dit « Saturday Night Fever a sorti le disco du placard ». C'est super, hein? Ah oui, donc c'est... Ah ouais, c'est complètement admis, quoi. C'est quoi la maison de disques? Il a été vice-président de Capitol Records, donc, et co-créateur de RSO Records. Ça dit quelque chose? Je pense que c'est plutôt ça qui a sorti alors c'est peut-être RSO Records. Alors. Parce que ça, c'est mort avec le disco, RSO Records. Ah là là. Donc ça veut dire, tu te rends compte... Donc le mec, il s'est réjoui, mais trop vite, quoi. Il a vendu 30 millions d'albums. Et hop, mais... oui, après, il y a mort est mort, hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu fermes une boîte que le gars qui la ferme a pas 7 piscines dans sa maison. Évidemment. Oui, je pense que quand tu t'es fait quand même quelques millions, je pense que ça va, t'es tranquille. À mon avis, il n'est pas dans la rue. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le film Saturday Night Fever est basé sur un article qui est sorti dans le New York Magazine qui présentait la scène disco. Donc c'était un journaliste qui disait, voilà, je suis arrivé dans un club disco de New York et voilà ce que j'ai vu. Sauf que des années plus tard, il a avoué qu'il avait tout inventé. C'est pas vrai? Et si. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vraiment voulu aller à une soirée. Et il s'est fait caler? Non, en fait, c'est qu'il est arrivé, il y avait une bagarre devant, il y a un mec qui a été jeté dessus, il y a un autre qui a vomi sur ses chaussures, il a eu peur, il est remonté dans le tacos, quoi. Et il a inventé l'histoire? Ouais, il a inventé l'histoire. Il a pas trouvé quelqu'un pour lui raconter? En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'après, il y avait quelqu'un, il a quand même pris son numéro qui était devant avant de repartir, et en gros, il a posé des questions, mais le mec, il a inventé vraiment des trucs. Et donc, tout ce qu'il raconte, il dit voilà, je suis rentré dans le club. Absurdes. Et donc, je vais te dire ce qu'il a dit. Il y a une machine à barbapapa. Non, mais c'est quand même hallucinant. Donc, il raconte. En parlant du DJ, Vincent était déjà à l'œuvre sur la piste.
À présent, les visages s'étaient rassemblés en force et il les faisait travailler comme un quarterback, annonçant les actions. Il créait les groupes, dictait chaque mouvement. Si un enchaînement devenait brouillon et que le désordre menaçait, c'est lui qui remettait tout en place. Sous son commandement, il se lançait dans une chorégraphie alignée en rang. Donc, tu as vraiment l'image d'une armée. Quoi. Ouais. Les danses country, là, tu vois. Exactement. Oui, mais sauf que c'est presque carrément un vocabulaire militaire, quoi. Mais on est d'accord, tout est faux, là, tout du est coup. Faux. Ouais. Balayant la piste d'avant en arrière dans une parfaite unité, 50 corps n'en faisaient plus qu'un, tandis que Vincent aboyait ses ordres. J'imagine Étienne, le DJ, aboyer ses ordres, criant 1 et 2 et 1 et tape et tourne et 1 et tape et tourne. Et donc, l'article s'appelle « Les rites tribaux du nouveau samedi soir ». Le disco ne peut pas moins ressembler à ça. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vraiment justement tout le monde danse, il n'y a pas une chorégraphie. Ouais. Et en plus, dans le film aussi, tu vois que les femmes, elles n'arrêtent pas d'inviter Tony à danser tout le temps. Bon, c'est pour qu'on comprenne que c'est vraiment un mec que toutes les meufs kiffent, quoi. D'accord, il baise un max. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la base, le disco, c'est pas forcément ça. Tu viens pas avec un partenaire ou tu vas pas forcément demander à un partenaire de danser. Tu danses avec tout le monde. Un coup, tu danses avec une femme, un coup, tu danses avec un homme. Parfois, tu danses tout seul. Enfin, c'est un peu, j'allais dire anarchique, mais enfin, c'est vraiment l'esprit, quoi. Oui, puis c'est pas patriarcal, quoi. Pas du tout. C'est pas comme la valse, toutes les danses où tu dois aller inviter une femme à danser. Mais non. Puisque c'est queer, donc... Exactement, c'est queer à la base. Et en même temps, c'est en parallèle de ça l'essor de WKTU, qui est une station de rock, de radio rock. Tu connais ? Non, mais toutes les radios s'appellent WK quelque chose. Toutes. Mais c'est ce que j'ai vu. À la base, c'est une station de radio rock qui switch vers le 100% disco en 1979. Et en un an, elle devient la radio la plus écoutée des États-Unis parce qu'elle switch au disco. Et comme cette radio cartonne, d'autres radios vont suivre le mouvement et vont switcher aussi au 100% disco. C'est devenu une industrie à 4 milliards de dollars par an. Bah voilà. Et je dis par an, mais de toute façon, ça ne dure pas très longtemps. Donc en fait, on dit par an, mais il ne faut pas imaginer que ça dure 10 ans comme ça, parce que c'est quasiment la fin, quoi. Ouais, ça dure quoi 6 ans ? Le moment où c'est devenu vraiment très populaire, c'est-à-dire 76, 77, même 77, franchement, c'est devenu très populaire. Ça a peut-être duré 2 ans, quoi, la folie disco. Et donc le disco domine la mode, le monde de la nuit, les ventes de disques, des croisières disco, des mariages disco, avec des machines à fumer, des effets de lumière, enfin... C'est quoi l'architecture disco ? Fin des années 70 ? Après, moi, les années 70, j'imagine vraiment les trucs à spirale, les formes géométriques un petit peu que tu vois sur les papiers peints, un peu avec les couleurs, un peu comme la chemise que je porte là, rouge. Ah oui, les motifs, le rond dans le carré, là. Orange. Ouais, moi, j'imagine ça comme ça. Après, est-ce que c'est fin des années 70 ? Je sais pas, mais pour moi, les années 70, c'est ça. C'est les lampes oranges un peu en forme de champignons. Je pense que c'est les salons creusés, là. Oh là là, ça, mon rêve absolu. Un jour, si je suis riche. Et franchement, ça en prend la direction, là. Je peux te dire. Les ça salons lourd. encastrés comme ça, moi je trouve ça génial. Ouais, moquette partout, ça j'aime bien. Tu vois Mad Men ? T'as regardé Mad Men ? J'ai adoré Mad Men. Franchement, t'as tout, t'as les salons, t'as les moquettes, ouais, c'est vrai, trucs. quand il est remarié là. Ouais, exactement. Spoiler, désolé. Bon, ça a sorti il y a longtemps maintenant. Ouais. Et des stars du rock comme les Rolling Stones, les Beach Boys sortent des singles disco pour continuer à vendre des disques. Parce que vraiment, les gens se détournent un peu du rock. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est les attaques contre le disco qui vont pas tarder à émerger, qui ne visent pas seulement un genre musical, mais une culture. C'est un moment où on associe déjà la musique à des identités. Moi, je suis plutôt ça, et donc ça me définit comme telle. Et on est dans un moment où la musique rock est en crise. Il faut savoir que dans les années 60, la musique rock est extrêmement importante pour les mouvements de jeunesse, donc les mouvements contre la guerre, les mouvements pour les droits civiques, voilà, pour défendre les droits des personnes noires, contre la pauvreté pour la libération des femmes aussi. Du rock naît le punk aussi. Oui, le punk, c'est fin des années 70, c'est vraiment en même temps que le disco. Okay. Ouais, tout à fait. Donc c'est en gros... Le rock se casse la gueule, il y en a qui vont faire du disco parce qu'ils veulent faire des sous, et les autres, ils deviennent des punks, littéralement. En fait, t'as raison, c'est vrai que j'ai pas réfléchi que le punk a eu lieu en même temps, ouais. Donc à la base, le rock des années 50 avait des thèmes qui étaient pas très politiques, c'était des paroles autour des émotions, de la romance, de la sexualité. Et petit à petit, dans les années 60, donc on arrive à des messages plus politiques dans la musique rock. Et c'est un moment où on demande à la musique rock d'être plus intellectuelle que émotionnelle. C'est comme si parler trop des émotions, ça manquait de noblesse, justement. Le public n'est plus juste censé venir pour apprécier le rythme, pour apprécier l'énergie, les mélodies, etc. Il est plus juste censé danser, il doit apprécier la virtuosité des musiciens. Et là, on est vraiment l'artiste performeur
qu'on regarde et qu'on apprécie, on apprécie son talent, quoi. Et c'est marrant parce que vraiment, ça contredit les origines du rock qui étaient juste un truc qu'on ressentait, quoi. Et donc voilà, dans les années 70, la musique rock a atteint son point culminant. C'est devenu une musique mainstream qui s'adresse vraiment à tout le monde, mais quand même, les groupes comme le public sont largement blancs, hommes et hétérosexuels. C'est là qu'émerge donc la musique disco, ce qui déplaît aux nostalgiques, aux fans de rock qui perçoivent le disco comme une menace et qui vont critiquer le disco en disant non mais de toute façon les paroles sont vraiment superficielles, ça n'a aucun sens, c'est inintéressant possible, c'est bête quoi, tu vois, c'est juste idiot. Et le but c'est juste de danser alors que nous les fans de rock on est plus intello, c'est autre chose quoi. Et ils considèrent le rock comme l'âge d'or de la musique. Pour eux c'est vraiment c'était mieux avant. Et donc il y a cette idée vraiment de, encore une fois, le rock c'était l'artiste au centre de l'attention. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, le DJ n'est pas du tout comme un artiste qu'on regarde, il est dans un coin, tous les danseurs sont un peu les stars, ou alors personne n'est star, comme on disait. En fait, c'est pas que le disco n'a pas de message politique, c'est juste que le message politique n'est pas directement saisissable pour les personnes hétéros, qui ne saisissent pas du tout que pour des personnes gays notamment, ça traduit une émotion qui est extrêmement importante, quoi. C'est le courant qui est politique, en fait. Ouais, le courant est politique. La revendication, le droit d'exister. Le droit d'exister dans un monde, en plus, où j'ai dit que jusqu'en 1971, on ne pouvait pas danser entre hommes, quoi. Puis c'est important, je pense que tu vois, encore une fois, on revient à l'étymologie du mot, à l'architecture, le fait que le nom de la musique vienne de l'endroit, c'est crier j'existe quoi, c'est le lieu et il est important, le toit au-dessus de notre tête, la porte où tu ne peux pas rentrer si t'es pas assez cool. C'est vrai, nous à l'intérieur on peut vraiment vivre comme on est. Donc ils disent aussi le disco c'est une musique commerciale alors que le rock c'est vraiment authentique parce que les fans de rock bien sûr perçoivent le disco à partir du moment où il a pris d'assaut les ondes, il a pris d'assaut les clubs pour danser etc. Donc ils se disent voilà, c'est vraiment un truc poussé par l'industrie de la musique. Les rageux. Et aussi d'ailleurs c'est trop marrant parce que c'est un moment où il y a des morceaux rock classiques en tout cas de rock qui sont remixés en disco et c'est notamment le cas du thème de Star Wars en disco. Ah ouais. Et ça les met en rogne de ouf les fans de rock. C'est pas mal hein. C'est pas mal hein, franchement c'est trop bien. Ouais, là je trouve ça marche moins là. Mais l'intro m'a bien chopé. En 1979, le New York Times s'interroge, est-ce que le rock et le disco peuvent coexister ? Donc c'est vraiment la guerre culturelle. Ah ouais. Et quelques mois plus tard, ils écrivent « La décennie disco est celle des paillettes et du vernis, sans substance, sans subtilité et avec une sexualité de façade. La décennie disco veut éviter l'intimité et la proximité entre les personnes, ce qui est absurde. Dans les années 60, bien sûr, les Américains auraient tout donné pour une musique aussi impersonnelle et superficielle que le disco. Un échappatoire face aux responsabilités sociales, aux cris et aux coups reçus dans la rue. Maintenant, on a la réponse. Tout ce qu'on a à faire, c'est sécher nos cheveux lustrés, s'appliquer de l'huile musquée, sniffer de la cocaïne et monter le son. Après les nobles ambitions, les passions et les déceptions des années 60, on a la résignation passive et le paroxysme clinquant du disco des années 70. Après la poésie des Beatles, vient le bombardement monotone de Donna Summer. Oh, putain. C'est horrible, hein. C'est vraiment un pamphlet. Ah ouais. Et donc l'article s'appelle Discophobia. Ça, je pense qu'il y aura toujours, encore une fois. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 18 ans, t'avais ceux qui aimaient le rock et ceux qui aimaient la house, quoi, en gros. La critique, c'était ça. C'était genre, votre musique, là, sans parole, ça a aucun ça intérêt. Raconte tu rien. vois, ouais. En plus, en France, on aime les textes, en France. On aime les textes en France. En France, c'est genre... faut qu'il y ait un bon texte, faut qu'il y ait un parolier, faut qu'il y ait un artiste, faut qu'il ait souffert. Donc du coup, une musique qui fait juste boum boum et qui est déconneuse, c'est genre les gens du rock qui comprennent pas quoi. Ouais, c'est ça. Et ils se remettent à comprendre quand la house devient du rock. Genre Justice en fait. Justice ils sont genre ça c'est cool Justice. Ça c'est du rock en fait. C'est marrant. Bah ouais, ils ont des t-shirts Iron Maiden et ils mettent des slims et ils jouent littéralement du rock en fait. Donc forcément t'aimes bien. C'est ta musique. Ah ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis. Justice il cite plein de trucs mais ça a quand même la gueule d'un groupe de rock quoi, tu vois. D'ailleurs, il cite un peu le disco aussi, tu vois et moi je trouve qu'il y a des trucs hyper bien, c'est pas la question. Oui, c'est pas grave, c'est intéressant
rejet, Ouais. mais c'est un groupe de rock en fait. Et après, on a le droit d'avoir des goûts aussi. Bien sûr, là, je présente le truc comme vraiment Oui, une guerre culturelle bien et sûr. tout. Mais en vrai, on a le droit aussi de juste préférer un genre musical et c'est tout. Et on Complètement. n'est pas obligé de s'expliquer pendant des heures. Les Beatles, c'était avant-gardiste. C'est mélodiquement, c'est hyper. Moi, ça n'a jamais été mon truc, mais mes potes à moi, ils sont fans des Beatles. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a 450 chansons. Des fois, tu croyais connaître un morceau. En fait, c'est une reprise des Beatles. Enfin, c'est quand même important, importantissime, quoi. Bien sûr. Mais je préfère Donna Summer. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Écoutez, voilà. Bon, c'est pas grave. En 79, le rock et le disco sont en compétition aux Grammy Awards parce qu'ils sont dans les mêmes catégories. Alors là, les fans de rock, ça les met vraiment encore plus en rogne. Ils disent non mais c'est pas possible, maintenant il faut créer une catégorie spéciale pour le disco parce que là, on se fait prendre toute la place, quoi. Le prix du meilleur album de l'année, donc en 79, est décerné à la BO de Saturday Night Fever. Qui, encore une fois, si on reprend ce que je disais, c'est justice, hein, c'est Bee Gees, quoi. C'est vrai en plus, exactement. Mais quand même, c'est trop. Mais c'est trop c'est trop. C'est déjà dévoyer des racines, et pourtant c'est déjà trop. Et le prix du meilleur nouvel artiste revient au groupe A Taste of Honey. Et au moment où le disco devient mainstream, c'est intéressant, on assiste à un virulent mouvement réactionnaire contre la communauté gay. Donc j'ai dit qu'il commençait tout juste un peu à s'organiser, en tout cas les organisations de défense des droits homosexuels se développent, mais évidemment la réaction ne tarde pas. En 77, un groupe religieux lance une campagne qui s'appelle Save Our Children. Et leur objectif, c'est de renverser un arrêté qui a été publié dans un comté de Floride, donc vraiment un truc très localisé, quoi. Et l'arrêté en question interdit les discriminations basées sur l'orientation sexuelle ou affective. Et donc la campagne Save Our Children réagit à ça, parce qu'ils considèrent que l'homosexualité est contagieuse, que si on fréquente des gays, on devient gay soi-même, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne, tout le monde le sait. Et ce serait terrible en plus. Ce serait absolument terrible, enfin imagine, ils écrivent que le recrutement de nos enfants est absolument nécessaire pour la survie et l'expansion de l'homosexualité. Au bout de seulement 6 mois d'existence, cette organisation organise un référendum pour renverser l'arrêté anti-discrimination. Ils obtiennent 70% des voix. Ils réussissent à renverser le truc. Ils ont d'autres victoires aussi ailleurs aux États-Unis. La panique morale autour du disco rejoint une panique homophobe, amplifiée par des articles qui vont quand même rappeler les origines noires et gays du disco, et en présentant le genre disco avec un vocabulaire ambigu. Par exemple, le Washington Post écrit que le disco est né dans les bayous du paysage culturel. Soit les clubs gays et noirs. Dans Newsweek, un article est intitulé « L'invasion du disco », donc c'est vraiment l'idée de grand remplacement, quoi. C'est vraiment ça. Et ils expliquent que ce qui a commencé comme une musique dansante dans les clubs gays et afro-américains est arrivé au cœur des États-Unis et envahit la pop music. Et en fait, vraiment, le vocabulaire est choisi pas par hasard, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter quand même que les militants anti-disco tiennent un discours plus homophobe que raciste. Il y a du racisme, hein, évidemment. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça devient de moins en moins socialement acceptable de dire des trucs racistes, alors que l'homophobie, tranquille, tu dis ce que tu veux. Non, mais à partir du moment où ils pensent que c'est contagieux, ça les inquiète plus. Aussi, oui, voilà, t'as pas peur de devenir noir. Tu sais pas quand tu vas avoir peur de devenir gay. Et donc j'ai dit tout à l'heure que beaucoup de radios ont switché vers le 100% disco, et c'est pas sans conséquence puisque des DJ spécialisés dans le rock se retrouvent sans travail. Ils sont littéralement virés des radios. Un de ces DJ... Une petite pensée pour les eux. Victimes collatérales. Exactement. De l'invasion du disco. De l'invasion du disco. Mais attends, ils nous volent notre travail. Pour le coup, c'est vrai. Tu vas certainement avoir de l'empathie pour le pauvre Steve Dahl. Steve Dahl qui travaillait pour... Alors là, on va retrouver le WDAI Chicago, une autre radio évidemment, qui était 100% rock, et en décembre 78, on lui annonce qu'il est viré parce qu'ils vont passer au 100% disco. Donc c'est vraiment là la origin story la villain origin story, quoi. C'est vraiment le grand méchant qui commence à naître, enfin qui était certainement pas très loin, puisque donc en mars 79, il est embauché dans une radio rock rivale qui tient encore, tu vois, qui reste rock, quoi, qui résiste à l'envahisseur littéralement. Et donc il est animateur de la matinale. Donc tous les matins, il se lance dans des diatribes anti-disco. Le mec, il est vraiment extrêmement vénère. Donc, il dit le disco, c'est fun pour danser, mais c'est trop ridicule pour être pris au sérieux. Une autre fois, il dit non seulement on a été remplacé par le disco, mais en plus, ça n'amène rien d'autre que du vide culturel dans ce pays. Mais tu sais qui fait ça, hein ? C'est Éric Zemmour. Hein. Ça me fait aussi vachement penser au discours masculiniste en général. Il y a énormément de choses qui se retrouvent dans ça. Ouais, complètement. De toute façon, on répète un peu la même chose tout le temps. Les masculinistes doivent détester la K-pop.
Non. Alors, je sais pas qui visait particulièrement la K-pop. Non, c'était une question, pardon. C'était une hypothèse. Non, alors je pensais pas forcément à une musique en général, mais plus à un backlash culturel en général. Okay. Je sais pas s'il vise une musique en particulier, par contre. Ok. Ouais, c'est quoi la musique de fillette Taylor Sabrina Swift Carpenter, Taylor Swift peut-être. C'est possible, j'imagine. La pop, en fait, je déteste la pop. Je regarde très peu les contenus masculinistes. Je sais que c'est étonnant. Je suis pas... Ouais. Bof. Et en fait, il va encore plus loin, il emploie vraiment une rhétorique homophobe. Il prononce le mot disco avec un cheveu sur la langue, il va dire disco. Et en fait, c'est un truc qui est utilisé pour parodier les homosexuels. Ouais, je vois l'idée. Et d'ailleurs, dans une illustration de Punk Magazine à cette époque, on voit un homme gay aussi prononcer le mot dance. Avec un cheveu sur la langue, où on voit sur l'illustration une femme qui est approchée par un homme hétéro pour danser. Il dit tu veux danser, elle dit non, et après elle se tourne de l'autre côté, et là il y a un homme clairement gay puisqu'il dit dance, et donc qui propose de danser, et là elle dit ok. J'ai l'impression, ça met une lumière sur un truc dont je m'étais pas rendu compte. J'ai l'impression que le disco, du coup écrit avec un Z, pourrait être un empowerment de cette... Ah mais attends... Parce que je l'ai vu écrit plein de fois avec un Z. Ah ouais, et ça pourrait venir de là. Ça pourrait être... Intéressant, disco, à creuser. Ouais, c'est possible. Tout cela n'est que de l'hypothèse. Que des hypothèses. Et Steve Dahl ne s'arrête pas là, il écrit une chanson qui s'appelle Do You Think I'm Disco, qui parodie un morceau de disco, et dans la chanson il dit la culture disco menace la masculinité, l'hétérosexualité, puisque les hommes qui écoutent du disco sont efféminés, les femmes refusent les avances des hommes, comme je l'ai dit dans l'illustration où elles refusent l'avance d'un homme hétéro pour se tourner vers un homme gay, elle est d'accord pour danser avec un homme gay. Et à la fin de la chanson, il explique que les hommes peuvent se remasculiniser en écoutant du rock. Le personnage de sa chanson s'appelle Tony, comme dans Saturday Night Fever. Et donc, le personnage dans sa chanson de Tony vend son costume blanc 3 pièces et il fait fondre ses bijoux dorés pour en faire une ceinture comme Led Zeppelin. Ouais. Et il clame « longue vie au rock'n'roll ». Et à la fin, il dit « zoubida ». C'est exactement ça, bien sûr, voilà, t'as tout deviné. Et d'ailleurs, il sous-entend dans la chanson que Tony a des tendances homosexuelles, puisqu'il prend soin de son apparence, et ça, c'est un truc qui est vraiment fou dans le film aussi, c'est, on voit que, tu vois, il est là, ah mais papa, mais arrête de me toucher les cheveux, j'ai passé des heures à me faire ma coiffure et tout, et je trouve que c'est une époque, visiblement, en tout cas, c'était pas admis pour tout le monde, mais on pouvait être un homme et prendre soin de son apparence et ne pas être menacé dans sa masculinité. Moi, je trouve ça presque touchant dans le film. Alors, il y a plein de choses qui vont pas chez Tony dans le film, hein, mais en tout cas, je trouve ça touchant de voir que vraiment il passe du temps à se regarder, alors peut-être pas trop non plus, mais en tout cas à prendre juste soin de son apparence. C'est un truc qu'on apprécie tout simplement chez les hommes en tant que femmes même hétéro. Et aussi à ce moment-là, Newsweek rapporte une scène dans les toilettes d'une discothèque de Chicago. Ils écrivent: dans les toilettes des hommes, Johnny Boy Musto, 18 ans, et son ami Ray Mucho se sèchent les cheveux après avoir passé 1h30 à se préparer chez eux. Johnny Boy porte une chemise noire près du corps, à moitié déboutonnée, plusieurs chaînes dorées autour du cou, un pantalon beige moulant. C'est très important de ne pas porter 2 fois la même chose en 4 semaines, explique-t-il, en se regardant une dernière fois dans le miroir. Les discothèques sont curieusement asexuelles au sens... ça se galoche clairement pas. Défini, ouais déjà, et pas clairement défini homme-femme, c'est okay, voilà plutôt. On ne stigmatise pas les femmes qui dansent avec des femmes, ni les hommes qui dansent avec des hommes, et il n'y a aucune pression de trouver un partenaire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que Steve Dahl va commencer à populariser l'expression disco sex. Mais disco sex, qui veut dire qui pourrait être traduit par le disco crin. Ouais. En réalité, sex à la base, c'est vraiment homophobe parce que c'est sucer, voilà. Et c'est pas pour rien. C'est phallocrate, quoi. Exactement. C'est genre trop la honte de sucer. Exactement. Ah, oui, en fait, l'expression à la base, et aujourd'hui, elle est utilisée aux États-Unis sans même chose que les gens n'y pensent plus. Et en fait, clairement, c'est une des origines homophobes. Et donc, il crée carrément un groupe qui s'appelle les Insane Coho Lips Anti-Disco Army. Donc, c'est vraiment une armée anti-disco. Et il déclare que son armée est engagée dans une guerre pour l'éradication de, je cite, l'horrible maladie musicale qu'on appelle le disco. D'accord. 10 000 personnes rejoignent le mouvement. Ah, quand même. Et dans sa matinale, il fait semblant de faire exploser des disques disco. Il détruit carrément un single aussi disco pour célébrer la mort de Van McRoy, qui est un artiste disco qui est mort subitement. Carrément. En plus, c'est irrespectueux. Non, mais le mec, il est vraiment immoral, quoi. Mais je te dis, c'est pour moi, c'est les podcasteurs. Non, c'est immoral. Là, pour moi, c'est vraiment les podcasteurs masculinistes, en fait, tu vois, qui sont là, qui sont dans des monologues sans fin contre tout, contre le monde, en fait. Une discothèque
dans une banlieue de Chicago, décide de passer au rock. Et donc, il vient célébrer l'événement avec 5000 membres de son armée, entre guillemets, vraiment, mais c'est ce qu'il appelle son armée. La police doit carrément intervenir. Ça vire en émeute. Quelques semaines plus tard, il organise un rassemblement dans une autre discothèque. Ils font littéralement une occupation de la discothèque pour empêcher le disco. Et il lance, sur les danseurs, il leur lance des cacahuètes et des marshmallows. Donc, les cacahuètes, il y a vraiment l'esprit très raciste. On l'a. Les cacahuètes, évidemment. on l'a. Et les marshmallows, c'est le côté très homophobe. Et ils disent, on nourrit les animaux. Le patron de Dahl à la radio, il dit bon, c'est sympa tout ce que tu fais, mais il faut quand même que tu te calmes un petit peu, il faut que tu te contrôles, là c'est abusé. Et donc il dit oui, c'est vrai, et là il a une idée. Il se dit ok, ce que je vais faire, c'est qu'il est devenu ami avec un présentateur sportif de sa radio, qui est aussi le disco, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et il décide d'organiser un truc qui pense être un événement totalement pacifique qui s'appelle la Disco Demolition Night. Bien sûr. Il y a un match de baseball qui va avoir lieu avec les White Sox à Chicago. Donc, White Sox de Chicago. Voilà. Donc le concept de la Disco Demolition Night, c'est de proposer un tarif préférentiel aux gens qui viennent avec un disque disco à brûler. Donc il propose cette idée au fils du patron des White Sox qui dit d'accord. Et donc le tarif préférentiel c'est 98 centimes. Donc c'est bien sûr beaucoup moins cher qu'un billet classique. Ils se disent ça va être un super moyen de faire venir du monde au match, tout simplement. Et en plus de ça, ça va être un petit événement très fun, ma foi. Enfin, franchement, rien de mieux que de brûler des disques, quoi. Et ils disent à leur boss, en plus, ça permettra de promouvoir la radio. C'est vraiment une super idée, quoi. Super marketing. Mais c'est aussi ce soir-là la Teen Night. Ça veut dire qu'il y a aussi un tarif préférentiel pour les ados. Ok. Le 12 juillet 1979, 10 ans après les émeutes de Stonewall dont je t'ai parlé tout à l'heure, plus de 70 000 personnes convergent vers le stade. 10 000 personnes déposent des disques à l'entrée. Un ouvreur noir qui s'appelle Vince Lawrence raconte plus tard, moi je suis tombée sur un super article, un témoignage dans le Guardian, il dit « J'ai dit à mon patron, beaucoup de ces disques qu'ils apportent, c'est pas du disco, c'est du rhythm and blues, du funk. Est-ce que je dois leur dire de rentrer chez eux, de revenir avec un vrai disque de disco ?» Et mon patron m'a répondu « Non, s'ils apportent un disque, on le prend et on leur donne un ticket. » Et à ce moment-là, Vince, il rigole dans l'interview, il dit « J'aimerais dire que la personne qui a apporté le disque s'était simplement trompée. Mais vu le nombre d'erreurs, pourquoi il n'y avait pas de disque de Air Supply ou de Cheap Trick dans les bacs ? Aucun disque des Carpenters. Pourtant, c'était pas du rock. Il n'y avait que des disques de disco et des artistes noirs dans la benne. » Ouais. Oui, parce que j'allais demander, ma question allait être, est-ce que dans le lot, il y avait des gens un peu innocents qui trouvaient ça déconneur, à ras-le-bol de cette musique ? Je pense qu'il y avait de tout. Il y avait quand même aussi des gens qui étaient là, genre, j'ai un autre noir, c'est bon pour vous ? En fait, c'est ça. C'est horrible. Putain. Il y avait ça. Je pense qu'il y a des gens qui vraiment détestaient le disco parce qu'ils détestaient le disco. Et je pense qu'il y avait des gens qui avaient clairement un message raciste derrière. Moi, à l'époque de Skrillex, tu m'aurais dit, viens avec ton disque de dubstep, le brûler. J'aurais pu trouver ça déconneur. Mais là, c'est un peu différent. C'est ça. C'est pas la même Exactement. démarche. Il y a tellement de monde que des vrais fans de baseball qui sont venus pour voir le match sont refusés à l'entrée. Certains escaladent les barrières avant que le match commence. C'est le bordel déjà. Ouais, bon. Il y a 50 000 personnes à l'intérieur, 15 000 rassemblées autour du stade. La foule à l'intérieur commence à crier « Disco sucks » et « Death to disco ». Des bannières sont accrochées au balcon avec les mêmes messages et les gens pendant le match jettent des disques sur le terrain mais vraiment qui vont carrément heurter les joueurs, quoi. Enfin, c'est horrible. Avec aussi, ils vont lancer des pétards, ils vont lancer des déchets. Enfin, le terrain est recouvert de déchets avant, j'allais dire la mi-temps, mais en fait il y a 2 matchs en réalité, donc avec une pause au milieu. Donc à la fin du premier match, il est recouvert de déchets. D'ailleurs, c'est tellement dangereux que les joueurs doivent s'enfermer vraiment dans les vestiaires après. 20h40, Dahl arrive en treillis et casque militaire dans une Jeep militaire. À côté de lui, il y a une mannequin qui s'appelle Lorelai qui fait régulièrement des pubs pour la radio. Ouais. Et le public hurle « Disco sucks, disco sucks !» Et autour du stade, à l'extérieur, la foule entend et se joint à eux. C'est une folie. Une immense benne est placée au milieu avec 50 000 disques. Elle est placée donc au centre du terrain. Dahl allume une rangée de feux d'artifice autour. Et là, les bouts de plastique commencent à voler de tous les côtés. Et la foule entre en éruption. Des fans allument aussi un grand feu au centre du terrain et commencent à danser autour. C'est terrifiant. Terrifiant. À 21h08, des forces de police anti-émeutes se précipitent sur le terrain. En 5 minutes, ils ont contrôlé la situation. Ils font sortir tout le monde. L'arbitre annonce que le terrain est hors service, il n'y aura pas de deuxième match. 39 personnes sont arrêtées, ce qui pour moi est pas beaucoup. D'accord.
après la Disco Demolition Night, Rolling Stone écrit « Les hommes blancs âgés de 18 à 34 ans sont les plus susceptibles de voir le disco comme les produits d'homosexuels, de noirs et de latinos, et donc de répondre aux appels de destruction face à cette menace. Il va sans dire que ces appels sont racistes et sexistes, mais la radio n'a jamais été un médium connu pour sa lutte pour les droits civiques. » C'est les seuls à dire ça. La plupart des journalistes vont défendre un peu le truc en disant non, mais c'était juste des jeunes. Mettez des dizaines de milliers de jeunes dans un stade en pleine nuit d'été quand il fait chaud et qu'ils ont bu de la bière et ça va dégénérer. Ils disent aussi ah mais ils fumaient de la weed, alors que vraiment la weed c'est le truc qui donne le moins envie de se battre, je pense. C'est fou quoi. Ouais. Et Steve Dahl il dit non mais c'était juste un événement fun qui a mal tourné, et il est interviewé plus tard dans une émission de télé très populaire et il déclare j'ai un problème avec la culture du disco, pas la musique. C'est Éric Zemmour, tout Éric simplement. Zemmour. Il y avait donc 25 000 discothèques disco aux États-Unis qui généraient 6 milliards de dollars à ce moment-là de revenus. De plus en plus de radios, on est arrivé à 200 radios 100% disco à travers les États-Unis, 8000 DJ spécialisés dans le disco à travers les États-Unis. Et représentait le disco 30% de l'industrie du disque, 40% des chansons du top 100. Et juste après la Disco Demolition Night, des DJ commencent à attaquer ouvertement le disco, à reprendre la rhétorique de Steve Dahl. Des stations de rock organisent donc des campagnes anti-disco et reviennent au rock. Peut-être que le disco avait atteint une telle proportion, une telle popularité que ça ne pouvait que redescendre. Mais la plupart des tendances musicales ne terminent pas dans un backlash aussi violent. Oui. C'est quand même assez exceptionnel. Et en janvier 1980, la mode du disco est tellement terminée que le mot disco lui-même n'est plus utilisé, sauf péjorativement. Et c'est pas que le disco disparaît, c'est que maintenant il a changé de nom et on appelle ça de la dance music. En fait, on change le terme, mais évidemment, ça existe toujours. C'est un peu plus... ça englobe d'autres styles. Et ça englobe d'autres styles. Et la catégorie disco qui a été créée aux Grammy Awards est abandonnée l'année suivante, donc elle aura eu lieu qu'une année. Et d'ailleurs, qui gagne cette année-là, c'est I Will Survive. Et le rock revient en force avec un prix remis notamment à Bob Dylan. Le vice-président de la radio ABC explique que les annonceurs préfèrent le rock qui véhicule des bonnes valeurs familiales, MDR, alors que le disco est trop sexuellement explicite. Le Washington Post écrit « Il n'y a pas eu de marche funéraire, mais la mort du disco a été solennellement prononcée. Ce n'est pas qu'aucun disque disco n'a gagné de prix, cette année-là au Grammy donc, c'est juste que ça n'a fait aucun tapage. Cette année, comme le gospel, le jazz fusion et la folk, le disco a eu sa propre catégorie, devenant une espèce musicale protégée qui peut gagner des prix, mais pas devenir platine. » Le disco a refait son apparition bien plus tard, fin des années 90, avec des films comme Last Days of Disco ou même Studio 54, mais on lui a enlevé tout son aspect subversif, tout son aspect alternatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, un match de baseball en Floride commémore le 22e anniversaire de la Disco Demolition Night. Ah ouais ? Donc personne n'a brûlé de disque, mais les fans étaient invités à se déguiser en disco. Et Harry Wayne Casey du groupe Casey a chanté « Take Me Out of the Ball Game ». Et le fils du propriétaire des White Sox qui était là lui a demandé des excuses pour avoir ruiné la carrière des artistes disco lors de la Disco Demolition Night. Et plus tard, Casey, le chanteur, a dit aux médias « Je suis content qu'il se soit excusé, ça permet de tourner une page. » Voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire, la mort du disco ? J'avais entendu parler de ce truc, de cet événement, mais un peu vite fait. Et c'est vrai que je m'étais pas projeté dans la situation. En fait, c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. C'est vraiment, c'est Doomsday. Il y a un côté apocalyptique et ça fait froid dans le dos en plus, dans le sens où, bon, on l'a dit, il y a des mécaniques qui sont cycliques et ce qu'a fait j'ai oublié son nom. Steve Dahl. Steve Dahl, merci. C'est le rêve de Éric Zemmour. Exactement. C'est vraiment son rêve absolu. Alors il n'y a plus de disque, donc ça n'a pas, c'est impossible à projeter. Mais une scène de liesse avec du feu où on célèbre la mort des cultures d'immigrés, c'est le rêve absolu de ces gens-là. Et voilà, peut-être que c'est bien aussi de regarder en arrière, de voir un peu quand ces choses-là sont allées beaucoup trop loin, de se demander si c'est vraiment ça que vous voulez, parce que c'est le fameux truc, vous vous trompez de colère. Vous vous trompez de combat, ouais. Et ben,
Là, c'est ça que vous Exactement. voulez? Vous êtes sûr? Exactement. C'est terrifiant. Encore une fois, la mort du disco, moi, je la voyais un peu plastiquement et même un peu comme une blague parce que c'est un peu marrant aussi. Tu peux le rendre léger et marrant si tu rentres pas dans les C'est détails. ça, parce qu'au début, tu dis, disco sucks, death to disco, c'est Ouais. vrai que c'est marrant. Puis en fait, toutes les implications derrière, et ça allait très loin, quoi. Non, mais t'imagines un mec en pas de def en train de dire vous aimez plus le disco, quoi. C'est un peu rigolo, quoi. D'ailleurs, c'est Disco, le film de Franck Dubosc. Ah oui, exactement, mais c'est Donc, vrai. j'imagine que le film de Franck Dubosc ne parle pas. Non, pas du tout. Et en fait, je pense que ça appuie même sur le côté très ringard du truc. Oui, voilà. Très Non, mais cringe. c'est pour ça, de ce point de vue-là, c'est un peu gaulerie. Mais c'est bien de rappeler que la vie, c'est rarement gaulerie, en vrai. Exactement, la vie, c'est vraiment une belle conclusion de ce podcast. Merci, Étienne. Avec plaisir. Donc, on te retrouve sur Instagram, bien sûr. Ouais, Étienne Lautrette sur Instagram. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode, évidemment. Super. Ton spectacle au théâtre BO. Ouais. Non, Putain, j'ai encore mal dit. Non, mais vous tapez BO, mais à l'entrée, vous dites bien Beau Saint-Martin. Exactement, vous très ne trompez important. pas. Ne ramenez pas de disque disco à brûler. Il reste 2 dates là avant l'été, 21 mai et 25 juin, Ok. mais sinon ça reprendra à la rentrée toutes les semaines. Super. Et le podcast 300% Évidemment. plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Abonnez-vous sur YouTube. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Salut.